Et si le problème n'avait jamais été l'argent, mais la manière dont tu lui parles? Et si ce n'était pas le travail, les efforts ou la chance qui bloquaient ta richesse, mais simplement un mot, une façon de nommer, une manière inconsciente de t'adresser à l'abondance? Florence Scovel Shinn enseignait une loi presque totalement oubliée aujourd'hui, une loi simple, directe, mais incroyablement puissante. L'argent ne répond pas à tes besoins, il répond à ton langage. Il ne réagit pas à ton désir, il réagit à ton identité intérieure. Et tant que tu continues à l'appeler avec les mauvais mots, il continue à te répondre avec les mêmes résultats. Depuis toujours, on nous apprend à chercher l'argent, à le poursuivre, à le mériter encore, comme s'il était une récompense difficile à obtenir, comme s'il fallait lutter pour y avoir accès. Mais Florence Scovel Shinn voyait la réalité d'une manière totalement différente. Pour elle, l'argent n'était pas une récompense, ni une épreuve, ni un test. C'était une réponse. Une réponse directe à la conscience, aux mots, aux croyances et à l'identité intérieure. Selon son enseignement, l'argent ne se force pas, il se reconnaît. Il ne se poursuit pas, il se déclenche. Il ne se demande pas, il se programme. Et tout commence par une chose que presque personne ne contrôle consciemment. La façon dont on le nomme intérieurement, la manière dont on le définit, la place qu'on lui donne dans sa propre structure mentale. C'est là que se cache la loi oubliée. Une loi silencieuse, invisible, mais active dans chaque vie, chaque jour, dans chaque pensée, chaque mot et chaque dialogue intérieur. La plupart des gens pensent que leur relation à l'argent est déterminée par leur travail, leurs études, leur environnement, leur famille ou leur chance. Ils croient que la richesse est une question de circonstances extérieures, de bonnes opportunités ou de bonnes décisions. Mais selon Florence Scovel Shinn, cette vision est totalement inversée. Pour elle, l'argent n'est jamais d'abord extérieur. Il est d'abord intérieur. Il est une conséquence directe d'un état de conscience, d'un système de croyances et surtout d'un langage intérieur permanent que la plupart des êtres humains ne contrôlent même pas. Chaque personne parle à l'argent tous les jours, mais presque toujours de manière inconsciente. Pas avec la bouche, mais avec l'esprit. Pas avec des phrases audibles, mais avec des dialogues intérieurs silencieux, constants, automatiques. Et ce langage intérieur crée une structure invisible qui détermine la manière dont l'argent circule, arrive ou se bloque dans une vie. Florence Scovel Shinn enseignait que la parole n'est pas un simple outil de communication, mais un principe créateur. Elle disait que les mots ne sont pas des sons, ce sont des directions. Chaque mot donne une instruction à la réalité. Chaque phrase crée une orientation énergétique. Chaque pensée verbalisée devient une commande. Le subconscient, lui, n'analyse pas ces commandes. Il ne les remet pas en question. Il les exécute. Il agit comme un système automatique qui transforme le langage en expérience vécue. C'est pour cette raison que deux personnes vivant dans le même pays, dans la même ville, avec des conditions similaires, peuvent avoir des réalités financières totalement opposées. Non pas parce que l'une travaille plus que l'autre, mais parce que leur langage intérieur n'est pas le même. Leur manière de nommer l'argent n'est pas la même. Leur relation mentale à l'abondance n'est pas la même. La majorité des êtres humains parlent à l'argent à travers le prisme du manque. Ils ne le font pas consciemment, mais structurellement. Leurs pensées spontanées sont remplies de phrases comme « ce n'est jamais assez »,« tout est cher »,« l'argent est difficile »,« il faut se battre pour gagner sa vie »,« les riches sont rares »,« ce n'est pas pour moi ». Ces phrases deviennent des lois intérieures. Et ces lois intérieures deviennent des filtres à travers lesquels la réalité se construit. Selon Florence Scovel Shinn, ce ne sont pas les événements qui créent les pensées, ce sont les pensées qui attirent les événements correspondants. Et tant que le langage intérieur est programmé sur la rareté, la peur, la tension et la lutte, la réalité financière reflète mécaniquement ces fréquences. La loi d'appeler l'argent par son nom commence précisément ici. Elle commence par la prise de conscience que l'argent n'est pas ce que la majorité des gens croient qu'il est. Il n'est pas une punition. Il n'est pas une source de stress. Il n'est pas un danger. Il n'est pas une menace. Il n'est pas une lutte. Il est une fonction, une circulation, un flux,
un système d'échange, un outil de manifestation matérielle. Mais surtout, il est une réponse directe à l'identité intérieure. L'argent ne répond pas aux désirs, il répond aux structures internes. Il ne répond pas aux besoins, il répond aux croyances. Il ne répond pas aux prières, il répond à la cohérence intérieure. Florence Scovel-Shinn expliquait que tant qu'une personne se perçoit intérieurement comme quelqu'un qui manque, la réalité continuera à lui répondre par le manque. Tant qu'une personne se voit comme quelqu'un qui lutte, la vie lui proposera des situations de lutte. Tant qu'une personne se définit comme quelqu'un qui doit forcer, prouver et souffrir pour recevoir, la réalité organisera des scénarios qui confirment cette identité. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une injustice. C'est une loi neutre, impersonnelle, automatique. La réalité ne juge pas, elle reflète. C'est ici que la notion de nom prend tout son sens. Appeler quelque chose par un nom, ce n'est pas simplement utiliser un mot. C'est lui attribuer une fonction, une place, un rôle dans ton système mental. Si tu appelles l'argent « problème », il devient un problème. Si tu l'appelles « danger », il devient une source de peur. Si tu l'appelles « pression », il devient une charge. Si tu l'appelles « manque », il devient rare. Mais si tu l'appelles « ressource », il devient accessible. Si tu l'appelles « flux », il circule. Si tu l'appelles « soutien », il soutient. Si tu l'appelles « réponse », il répond. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'univers fonctionne comme un système de correspondance. Il ne donne pas ce que tu veux, il donne ce que tu es. Il ne répond pas à tes paroles conscientes, il répond à ton langage dominant. Ce que tu répètes intérieurement devient ta signature vibratoire, et cette signature attire les expériences correspondantes. C'est pour cela que certaines personnes semblent attirer l'argent naturellement, sans tension, sans lutte, sans obsession. Non pas parce qu'elles sont chanceuses, mais parce qu'elles n'ont pas une relation mentale conflictuelle avec l'abondance. Leur identité intérieure est déjà alignée avec la notion de flux, de circulation et de réception naturelle. La loi d'appeler l'argent par son nom est donc une loi de reprogrammation identitaire. Elle ne consiste pas à répéter des phrases positives sans conviction. Elle consiste à transformer la définition intérieure de l'argent, à changer sa place dans la structure mentale, à modifier le rôle qu'il joue dans le système de croyance, à déplacer l'argent du statut de menace au statut de outil, du statut de stress au statut de soutien, du statut de combat au statut de circulation. Florence Scovel-Shinn disait que tant que l'argent est perçu comme quelque chose à combattre, il se comportera comme un adversaire. Tant qu'il est perçu comme quelque chose à craindre, il se comportera comme une menace. Mais dès qu'il est reconnu comme une énergie neutre, un flux intelligent et un outil de service, sa fonction change. Sa relation à la personne change. Son comportement change. Sa dynamique change. C'est pour cette raison que cette loi est appelée « oublier », parce qu'elle est simple. Trop simple. Elle ne flatte pas l'ego. Elle ne promet pas de miracles spectaculaires. Elle demande un travail intérieur silencieux, invisible, constant. Un travail sur le langage, sur les pensées automatiques, sur les associations mentales, sur les définitions inconscientes. Et ce travail est moins visible que les actions extérieures, mais infiniment plus puissant. Ce que Florence Scovel-Shinn enseignait, c'est que l'argent n'est jamais un problème extérieur à résoudre, mais toujours un miroir intérieur à comprendre. Tant que le langage intérieur n'est pas aligné, aucune stratégie extérieure ne suffit. Tant que la définition interne est faussée, aucun effort externe ne peut créer une stabilité durable. La transformation commence toujours dans l'identité, jamais dans les circonstances. Et c'est ici que commence le véritable changement. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu crois. Pas dans ce que tu poursuis, mais dans ce que tu reconnais. Pas dans ce que tu demandes, mais dans ce que tu acceptes intérieurement comme naturel pour toi. La loi est simple, mais implacable. Ce que tu nommes, tu actives. Ce que tu définis, tu programmes. Ce que tu programmes, tu deviens. Et tant que tu n'appelles pas l'argent par son vrai nom, il continuera à te répondre avec son ancien rôle.
Florence Scovel-Shinn enseignait une vérité dérangeante pour beaucoup de gens. La réalité financière n'est jamais un problème d'argent, c'est toujours un problème d'identité. Les êtres humains pensent qu'ils manquent de ressources, alors qu'en réalité, ils manquent de cohérence intérieure. Ils cherchent des opportunités, alors que ce sont leurs structures mentales qui bloquent l'accès. Ils pensent que la richesse est une question d'action, alors qu'elle est d'abord une question de perception de soi. Selon son enseignement, chaque être humain vit dans un champ invisible qu'il transporte partout avec lui, son identité intérieure. Et cette identité fonctionne comme un filtre permanent qui sélectionne ce qui peut entrer dans sa vie et ce qui doit rester à l'extérieur. L'identité intérieure n'est pas ce que l'on dit aux autres. Ce n'est pas ce que l'on affiche sur les réseaux. Ce n'est pas l'image sociale, c'est la façon dont une personne se perçoit dans le silence. La façon dont elle se définit quand personne ne regarde. La façon dont elle se parle intérieurement. Les mots qu'elle utilise pour se décrire. Les étiquettes qu'elle s'attribue. Les limites qu'elle accepte comme normales. Et cette identité agit comme un programme automatique. Elle influence les choix, les comportements, les décisions, les réactions émotionnelles et même les opportunités que l'on remarque ou que l'on ignore. Florence Scovel-Shinn expliquait que tant qu'une personne se définit intérieurement comme quelqu'un qui survit, elle ne peut pas vivre l'abondance, même si l'argent arrive temporairement. Tant qu'une personne se voit comme quelqu'un qui n'a jamais assez, elle recréera toujours des scénarios où ce sentiment se confirme. Tant qu'une personne se perçoit comme quelqu'un qui doit lutter pour recevoir, la vie lui proposera des situations de lutte. Ce n'est pas une fatalité, c'est une cohérence. La réalité est cohérente avec l'identité dominante. C'est pour cette raison que certaines personnes gagnent de l'argent et le perdent rapidement, encore et encore. Non pas parce qu'elles ne savent pas gérer, mais parce que leur identité intérieure n'est pas alignée avec la notion de stabilité, de sécurité et de réception durable. Elles peuvent recevoir, mais elles ne savent pas retenir. Elles peuvent gagner, mais elles ne savent pas conserver. Elles peuvent attirer, mais elles ne savent pas stabiliser. Parce que leur système intérieur n'a pas été programmé pour la continuité, mais pour l'urgence, la peur ou la pénurie. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'identité précède toujours la réalité. On ne devient pas riche pour se sentir riche. On se sent riche intérieurement, puis la réalité s'aligne progressivement. On ne devient pas abondant pour se sentir en sécurité. On développe une sécurité intérieure, puis l'abondance devient naturelle. C'est une inversion totale du modèle classique de pensée. La plupart des gens disent « Quand j'aurai de l'argent, je serai en paix ». Son enseignement dit l'inverse. Quand tu seras en paix, l'argent pourra venir sans résistance. L'identité intérieure est construite à partir de répétitions, de phrases entendues dans l'enfance, de modèles familiaux, de croyances culturelles, de récits sociaux, de traumatismes émotionnels, de conditionnements collectifs. Elle n'est pas choisie consciemment, elle est intégrée progressivement. Et une fois intégrée, elle devient une vérité intérieure qui ne se remet plus en question. C'est pour cela que certaines croyances semblent normales, alors qu'elles sont en réalité des limitations invisibles. Des lois personnelles que l'on s'impose sans le savoir. Florence Scovel-Shinn appelait cela des fausses lois. Des règles mentales qui n'ont aucune existence universelle, mais qui gouvernent la vie d'une personne comme si elles étaient réelles. Des phrases comme « l'argent est dur à gagner »,« il faut souffrir pour réussir »,« les riches sont rares »,« ce n'est pas pour moi »,« je n'ai pas cette chance ». Ces phrases deviennent des lois intérieures, et ces lois créent des frontières invisibles, pas autour du monde, mais autour de l'esprit. La loi d'appeler l'argent par son nom est directement liée à cette identité. Parce que la manière dont tu nommes l'argent révèle la manière dont tu te vois toi-même. Si tu vois l'argent comme quelque chose d'extérieur, d'inaccessible, de dangereux ou de rare, cela signifie que tu te vois intérieurement comme séparé, limité ou exclu. Mais si tu vois l'argent comme un flux, une circulation, une ressource naturelle, cela signifie que tu te perçois comme partie intégrante de ce flux, digne de le recevoir et capable de l'accueillir. Florence Scovel-Shinn disait que l'univers ne fonctionne pas sur la logique de mérite humain,
mais sur la logique de cohérence vibratoire. Il ne donne pas selon les efforts, mais selon l'alignement. Il ne distribue pas selon la souffrance, mais selon la fréquence intérieure. Il ne récompense pas, il reflète. Et ce qu'il reflète, c'est toujours l'identité dominante. C'est pour cela que le travail sur le langage est un travail sur l'identité. Changer la manière dont tu parles de l'argent, c'est changer la manière dont tu te définis face à la vie. Ce n'est pas un exercice superficiel, c'est une transformation structurelle, une reprogrammation profonde, une reconstruction du système intérieur. Chaque nouveau mot, chaque nouvelle définition, chaque nouvelle association mentale devient une brique dans une nouvelle identité. Florence Scovel-Shinn enseignait que lorsque l'identité change, la réalité suit naturellement, sans forcer, sans lutter, sans manipulation, sans stratégie complexe, parce que le système devient cohérent. L'intérieur et l'extérieur commencent à parler le même langage. L'esprit et la réalité entrent en résonance. Et cette résonance crée un mouvement naturel. La richesse, dans cette vision, n'est pas une accumulation. C'est un état d'harmonie intérieure avec le flux de la vie. Ce n'est pas une quantité, c'est une qualité de relation avec l'existence. Ce n'est pas une possession, c'est une circulation. Ce n'est pas un combat, c'est une coopération. Et tant que l'identité intérieure reste basée sur la séparation, la peur et la pénurie, la richesse reste instable, difficile, fragile ou temporaire. Mais dès que l'identité commence à se baser sur la confiance, la sécurité intérieure et la cohérence, l'abondance devient naturelle, fluide et durable. Dans la définition de soi, dans le langage intérieur, dans l'identité profonde. La loi est simple, mais profonde. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu ne vis pas ce que tu demandes, tu vis ce que tu incarnes. Et tant que l'identité intérieure n'est pas alignée avec l'abondance, l'argent continuera à rester un combat au lieu de devenir un flux. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'argent ne se bloque presque jamais à cause de facteurs extérieurs, mais à cause de mécanismes intérieurs beaucoup plus profonds et plus silencieux, la peur et la culpabilité. Ces deux forces invisibles agissent comme des verrous mentaux. Elles ne se manifestent pas toujours sous forme de pensées conscientes, mais comme des sensations, des tensions, des résistances intérieures, des inconforts émotionnels face à la richesse, à la réussite et à l'abondance. Une personne peut vouloir l'argent consciemment, mais le refuser inconsciemment. Et tant que ce conflit existe, la réalité reste incohérente. La peur est souvent la première barrière. Peur de manquer, peur de perdre, peur de dépendre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec, peur du succès, peur du regard des autres, peur de changer de statut, peur de se sentir différent. Cette peur n'est pas toujours rationnelle, mais elle est profondément enracinée dans le subconscient. Beaucoup de personnes associent inconsciemment l'argent à des expériences négatives, conflits familiaux, disputes, séparations, trahison, stress, instabilité, pression, insécurité. Ces associations créent un conditionnement, et ce conditionnement transforme l'argent en menace intérieure, même si rationnellement, la personne dit vouloir l'abondance. Florence Scovel-Shinn enseignait que le subconscient fonctionne par association. Il ne comprend pas les concepts abstraits, il fonctionne par images, émotions et mémoire. Si l'argent est associé à la peur, il devient une source de danger. Si la richesse est associée à la perte, elle devient un risque. Si l'abondance est associée à la culpabilité, elle devient un poids. Et le subconscient, dont la fonction principale est la protection, bloque naturellement ce qu'il perçoit comme dangereux. Non pas pour punir, mais pour protéger. La culpabilité est la seconde barrière, souvent plus profonde que la peur. Beaucoup de personnes portent une culpabilité inconsciente liée à l'idée de richesse. Elles ont l'impression que recevoir plus que les autres est injuste, que vivre dans l'abondance est immoral, que réussir est égoïste, que prospérer pendant que d'autres souffrent est honteux. Ces croyances sont rarement formulées clairement, mais elles existent sous forme de malaise intérieur, de conflits internes, de pensées contradictoires,
de sabotage subtil. Florence Kovelchine expliquait que cette culpabilité est souvent héritée culturellement. Elle provient de récits collectifs qui valorisent la souffrance, le sacrifice, la privation et la modestie comme des vertus morales. Dans ces récits, la richesse est souvent associée à l'égoïsme, à la corruption ou à l'injustice. Et ces images s'inscrivent dans le subconscient dès l'enfance. Elles créent un conflit entre le désir d'abondance et la peur d'être une mauvaise personne en la recevant. Ce conflit intérieur crée ce que Florence Kovelchine appelait une autosabotage invisible. Une personne attire des opportunités, puis les détruit. Elle reçoit des ressources, puis les perd. Elle s'approche de la stabilité, puis crée inconsciemment des crises. Non pas parce qu'elle est incapable, mais parce que son système intérieur n'est pas en paix avec l'idée de prospérité. Une partie d'elle veut l'abondance, une autre partie la rejette. Et cette division intérieure empêche toute stabilité durable. La loi d'appeler l'argent par son nom est directement liée à ces mécanismes. Tant que l'argent est appelé danger, problème, pression ou source de conflit, il reste associé à la peur. Tant qu'il est appelé injustice, égoïsme ou corruption, il reste associé à la culpabilité. Et tant que ces associations existent, l'argent ne peut pas devenir un flux neutre et naturel dans la vie d'une personne. Florence Kovelchine enseignait que l'argent, dans sa nature réelle, n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. Il est un amplificateur. Il amplifie ce qui existe déjà dans la conscience. Dans une conscience paisible, il crée de la stabilité. Dans une conscience généreuse, il crée du partage. Dans une conscience confuse, il crée du chaos. Dans une conscience apeurée, il crée de l'insécurité. Ce n'est pas l'argent qui crée ces effets, c'est la conscience qui le porte. C'est pour cette raison que la transformation ne consiste pas à forcer l'argent à venir, mais à pacifier la relation intérieure avec l'abondance, à retirer la peur, à dissoudre la culpabilité, à neutraliser les associations négatives, à reconstruire une image mentale saine de la richesse, une image dans laquelle l'argent est perçu comme un outil de service, de soutien, de liberté, de stabilité et de contribution. Florence Kovelchine enseignait que la richesse alignée n'est jamais une accumulation égoïste, mais une circulation consciente. Elle ne coupe pas les autres, elle élargit le champ des possibles. Elle ne crée pas de séparation, elle crée des connexions. Elle ne renforce pas l'ego, elle renforce la capacité à donner, à construire, à soutenir et à servir. Dans cette vision, la richesse n'est pas opposée à la spiritualité, elle en est une expression. La peur et la culpabilité ne sont donc pas des ennemis, mais des signaux. Elles indiquent des zones de programmation inconsciente, des blessures non guéries, des croyances héritées, des conditionnements anciens. Et tant que ces zones ne sont pas reconnues, l'argent reste conflictuel. Florence Kovelchine enseignait que la guérison de la relation à l'argent commence par la neutralité. Retirer la charge émotionnelle, retirer les jugements, retirer les projections. Voir l'argent pour ce qu'il est réellement. Une énergie neutre au service de la vie. Un moyen, un outil, une circulation, une réponse. Quand cette neutralité s'installe, la peur se dissout. Quand cette neutralité s'installe, la culpabilité disparaît. Quand cette neutralité s'installe, le flux peut circuler. Parce que l'argent ne cherche pas un combat, il cherche une cohérence. Il ne cherche pas une lutte, il cherche un canal. Il ne cherche pas une résistance, il cherche une résonance. Et tant que l'intérieur est en conflit, le flux reste bloqué. Mais dès que l'intérieur s'apaise, le flux commence à se libérer. Florence Kovelchine enseignait que l'abondance n'est jamais un problème de quantité, mais un problème de relation. La relation à soi, la relation à la sécurité, la relation à la valeur personnelle, la relation à la vie. Et tant que ces relations sont basées sur la peur et la culpabilité, la richesse reste instable. Mais dès qu'elles sont basées sur la confiance et la paix intérieure, l'abondance devient naturelle. La loi est simple. Ce que tu crains, tu repousses. Ce que tu culpabilises, tu sabotes. Ce que tu acceptes, tu reçois. Ce que tu respectes, tu conserves.
Et tant que la peur et la culpabilité gouvernent la relation à l'argent, il restera un combat. Mais dès qu'elles sont libérées, il devient un flux. Florence Kovelchine enseignait que la transformation réelle ne commence jamais dans le monde extérieur, mais toujours dans la reprogrammation intérieure. Tant que les anciens mots, les anciennes définitions et les anciennes associations mentales restent actives, la réalité continue de reproduire les mêmes schémas. Ce n'est pas une question de volonté, mais de programmation. L'esprit humain fonctionne comme un système conditionné. Ce qu'il répète devient normal, ce qui est normal devient réel, et ce qui est réel devient la structure de vie. La reprogrammation consiste donc à changer ce qui est répété, ce qui est normalisé, ce qui est intégré comme vérité intérieure. Florence Scovel Shinn ne parlait pas de pensée positive naïve. Elle parlait de transformation structurelle, de changement de langage, de modification des définitions, de reconstruction des associations mentales. Pour elle, chaque mot est un code, chaque phrase est une instruction, chaque répétition est un ancrage. Et ce que l'on répète devient une loi intérieure. La reprogrammation n'est pas un acte ponctuel, c'est un processus. Un processus silencieux, invisible, mais profondément puissant. La loi d'appeler l'argent par son nom prend ici toute sa dimension pratique. Reprogrammer, ce n'est pas simplement dire « l'argent est bon » ou « l'argent arrive ». Reprogrammer, c'est transformer le rôle même que l'argent joue dans la structure mentale. C'est déplacer l'argent d'une catégorie à une autre, de problème à ressource, de stress à soutien, de lutte à circulation, de danger à outil, de peur à sécurité. Florence Kovelchine expliquait que tant que l'argent reste classé mentalement dans une catégorie négative, il déclenche automatiquement des mécanismes de défense intérieure. Le corps se tend, l'esprit se contracte, la perception se ferme, la vigilance augmente, la confiance diminue, le flux se bloque. Mais dès que l'argent est reclassé mentalement comme neutre et utile, ces mécanismes disparaissent. Le système nerveux se détend, l'esprit s'ouvre, la perception devient plus large, les opportunités deviennent visibles, le flux devient naturel. La reprogrammation commence donc par un changement de vocabulaire intérieur. Pas seulement des mots prononcés à voix haute, mais des mots utilisés dans la pensée. La manière dont on parle de l'argent dans sa tête, la manière dont on le décrit intérieurement, la manière dont on le définit. Chaque définition crée une expérience correspondante. Florence Kovelchine enseignait que le subconscient fonctionne par répétition, pas par logique. Il ne comprend pas les explications, il comprend les habitudes. Il ne réagit pas au discours, il réagit au schéma répétitif. C'est pour cela que les transformations rapides sont rares, mais les transformations durables sont possibles. Ce qui est répété devient intégré. Ce qui est intégré devient naturel. Ce qui est naturel devient réel. Changer le nom de l'argent, ce n'est pas un rituel symbolique, c'est une restructuration cognitive. C'est une redéfinition intérieure, une mise à jour du système mental, une modification du logiciel intérieur. Et cette modification produit automatiquement de nouveaux comportements, de nouvelles perceptions et de nouvelles réactions émotionnelles. Quand l'argent est perçu comme un flux, la personne devient plus ouverte aux opportunités. Quand l'argent est perçu comme un soutien, la personne devient plus confiante dans ses décisions. Quand l'argent est perçu comme une ressource, la personne devient plus créative. Quand l'argent est perçu comme une circulation, la personne devient plus fluide. La perception change, donc l'action change. L'action change, donc les résultats changent. Florence Kovelchine enseignait que la réalité n'est pas une création directe de la pensée consciente, mais une conséquence de la structure mentale profonde. Ce n'est pas ce que l'on pense une fois qui compte, c'est ce que l'on pense toujours. Ce n'est pas ce que l'on affirme une fois, c'est ce que l'on répète intérieurement chaque jour. Ce n'est pas ce que l'on veut, c'est ce que l'on accepte comme normal. La reprogrammation consiste donc à créer une nouvelle normalité intérieure. Une normalité où l'abondance est naturelle, où la sécurité est intérieure,
où la richesse n'est pas une exception, mais une continuité, où la réception n'est pas un stress, mais un état naturel, où le flux n'est pas une lutte, mais une circulation. Florence Scovel-Shinn expliquait que le système intérieur fonctionne comme un thermostat. Il maintient la réalité à un niveau qu'il considère comme normal. Si la richesse dépasse ce niveau, le système crée des mécanismes de sabotage. Si la pauvreté descend en dessous de ce niveau, le système crée des mécanismes de survie. Mais si la normalité intérieure change, le niveau de réalité change automatiquement. Changer le nom de l'argent, c'est changer ce niveau de normalité. C'est redéfinir ce qui est acceptable, ce qui est naturel, ce qui est attendu, ce qui est cohérent avec l'identité. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'abondance durable ne vient jamais d'un choc extérieur, mais d'une cohérence intérieure progressive. Une transformation silencieuse. Une évolution stable. Une intégration profonde. Une paix intérieure avec la notion de recevoir, de conserver et de faire circuler. La reprogrammation est donc un acte de responsabilité intérieure. Ce n'est pas attendre que la vie change, c'est changer la manière de percevoir la vie. Ce n'est pas demander que l'argent arrive, c'est devenir une structure capable de le recevoir sans peur, sans culpabilité et sans sabotage. Changer le nom de l'argent, c'est changer sa fonction dans ton système. Changer sa fonction, c'est changer ta relation à lui. Changer ta relation, c'est changer ta réalité. Florence Scovel-Shinn enseignait que la richesse n'est pas quelque chose que l'on mérite, mais quelque chose que l'on autorise intérieurement. Ce n'est pas une permission extérieure, c'est une permission intérieure. Et tant que cette permission n'est pas donnée, l'abondance reste instable. Mais dès qu'elle est donnée, le flux devient naturel. La loi est simple. Tu ne reçois pas ce que tu demandes. Tu reçois ce que tu autorises. Tu ne vis pas ce que tu veux. Tu vis ce que tu acceptes comme normal. Et tant que l'argent n'est pas normalisé intérieurement comme un flux sain, il restera conflictuel. Mais dès qu'il est intégré comme une fonction naturelle de la vie, il devient une circulation fluide. Florence Scovel-Shinn enseignait que lorsque l'identité intérieure, le langage mental et les émotions profondes deviennent cohérents, la réalité commence naturellement à répondre. Non pas de manière magique, mais de manière structurelle. L'univers, dans sa vision, fonctionne comme un système de résonance. Il ne réagit pas aux paroles isolées, ni aux intentions passagères, mais à l'état dominant de la conscience. Ce qui est stable intérieurement devient stable extérieurement. Ce qui est fluide intérieurement devient fluide extérieurement. Ce qui est cohérent intérieurement devient cohérent dans la réalité. L'alignement n'est pas un effort, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas une discipline rigide. C'est un état de cohérence intérieure. Un état dans lequel il n'y a plus de contradiction entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on croit profondément. Tant que ces trois niveaux sont en conflit, la réalité reste instable. Une personne peut penser positivement, mais ressentir la peur. Elle peut affirmer l'abondance, mais croire intérieurement au manque. Elle peut vouloir la richesse, mais se sentir coupable de la recevoir. Et ce conflit crée une incohérence vibratoire, une dissonance intérieure. Et cette dissonance empêche le flux de se stabiliser. Florence Scovel-Shinn expliquait que la réalité ne peut pas s'aligner sur un système intérieur contradictoire. Elle ne sait pas quelle information suivre. Elle reçoit des signaux opposés, un signal de réception, un signal de rejet, un signal de confiance, un signal de peur. Et face à cette incohérence, le système universel reste neutre. Il ne bloque pas, il attend. Il reflète l'instabilité intérieure par une instabilité extérieure. L'alignement commence lorsque la personne cesse de se battre contre elle-même, lorsqu'elle cesse de vouloir une chose tout en la rejetant intérieurement, lorsqu'elle cesse de désirer l'abondance tout en craignant ses conséquences, lorsqu'elle cesse de vouloir la richesse tout en se percevant comme indigne de la recevoir. Ce moment de paix intérieure crée une ouverture, une disponibilité, une réceptivité. Florence Scovel-Shinn enseignait que la réception est un état, pas une action. On ne fait pas la réception,
on la permet. On ne force pas l'abondance, on la laisse circuler. On ne contrôle pas le flux, on s'y aligne. Et cet alignement commence toujours par une détente intérieure, une sécurité intérieure, une confiance intérieure, une stabilité émotionnelle. Lorsque l'argent est appelé par son vrai nom, lorsqu'il est reconnu comme un flux neutre, une ressource naturelle et un outil de circulation, le système intérieur se détend. Il n'y a plus de tension, plus de lutte, plus de conflit, plus de peur. Et dans cet état de détente, la perception change. La personne commence à voir des opportunités qu'elle ne voyait pas avant, à entendre des informations qu'elle ignorait, à ressentir des impulsions qu'elle n'écoutait pas, à faire des choix plus fluides, plus intuitifs, plus alignés. Florence Kowalschin expliquait que l'alignement ne crée pas la richesse par magie, mais qu'il permet au flux de circuler sans résistance. C'est comme un canal. Tant que le canal est obstrué par des peurs, des croyances, des conflits intérieurs et des programmations négatives, l'eau ne peut pas passer. Mais lorsque le canal est dégagé, l'eau circule naturellement, sans effort, sans pression, sans lutte. La cohérence intérieure agit comme un champ magnétique. Elle attire ce qui est compatible. Elle repousse ce qui est incohérent. Elle organise la réalité autour de la fréquence dominante. Et cette fréquence dominante n'est pas ce que l'on dit une fois, mais ce que l'on incarne chaque jour. Florence Kowalschin enseignait que la richesse alignée est silencieuse. Elle n'est pas dramatique, elle n'est pas spectaculaire. Elle est stable, continue, fluide, durable. Elle ne vient pas sous forme de choc, mais sous forme de continuité. Elle ne se manifeste pas comme une explosion, mais comme une évolution. Elle ne crée pas de chaos, mais de l'ordre. L'alignement transforme la relation à l'action. La personne ne force plus. Elle agit, mais sans tension. Elle décide, mais sans peur. Elle avance, mais sans pression. Elle travaille, mais sans lutte intérieure. Et cette qualité d'action produit des résultats différents, plus stables, plus cohérents, plus durables. Florence Kowalschin expliquait que lorsque l'intérieur est aligné, la vie devient coopérative. Les résistances diminuent, les blocages se dissolvent, les obstacles deviennent des ajustements, les problèmes deviennent des transitions, les difficultés deviennent des réorientations. La réalité cesse d'être hostile et devient interactive. Ce n'est pas que la vie devient parfaite, c'est qu'elle devient cohérente. Elle cesse de lutter contre la personne. Elle commence à collaborer avec elle. L'alignement crée aussi une transformation profonde dans la perception de la valeur personnelle. La personne ne se voit plus comme quelqu'un qui doit prouver, mériter ou se battre pour recevoir. Elle se voit comme quelqu'un qui fait naturellement partie du flux de la vie, qui a une place légitime dans la circulation de l'abondance, qui est un canal naturel de réception et de contribution. Florence Kowalschin enseignait que l'abondance réelle n'est jamais une accumulation égoïste, mais une circulation intelligente. Ce qui arrive doit circuler. Ce qui circule crée de la stabilité. Ce qui stagne crée des blocages. L'alignement permet cette circulation. Il crée un mouvement sain, un équilibre entre recevoir, utiliser, partager et faire circuler. La loi d'appeler l'argent par son nom prend ici sa forme la plus élevée. Ce n'est plus seulement une technique mentale, ce n'est plus seulement un changement de langage, c'est un changement de relation, une transformation de la posture intérieure, une redéfinition du rôle de l'argent dans la vie. L'argent cesse d'être un objectif, il devient un outil. Il cesse d'être une peur, il devient un soutien. Il cesse d'être une lutte, il devient une circulation. Et quand cette transformation est intégrée, la réalité commence à répondre différemment. Non pas par magie, mais par cohérence. Non pas par hasard, mais par résonance. Non pas par chance, mais par alignement. Florence Kowalschin enseignait que la vie n'est pas un combat à gagner, mais un flux à rejoindre. L'abondance n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à laisser circuler.
La richesse n'est pas un trophée, mais une conséquence naturelle d'un état intérieur aligné. Et tant que l'intérieur reste fragmenté, la réalité reste instable. Mais dès que l'intérieur devient cohérent, la réalité devient fluide. La loi est simple. Quand tu es aligné, tu deviens réceptif. Quand tu es cohérent, tu deviens magnétique. Quand tu es en paix, tu deviens un canal. Et quand tu deviens un canal, le flux commence à passer. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'abondance n'est jamais statique. Elle n'est jamais figée. Elle n'est jamais immobile. Elle est toujours en mouvement, toujours en circulation, toujours en transformation. Dans sa vision, la richesse n'est pas un stock à accumuler, mais un flux à faire circuler. Un mouvement vivant, une énergie dynamique, une respiration constante entre recevoir et donner, entre entrer et sortir, entre attirer et redistribuer. Et tant que ce mouvement est bloqué, l'abondance ne peut pas se stabiliser. La majorité des êtres humains pensent que le problème est le manque d'argent. Mais selon Florence Scovel-Shinn, le véritable problème est souvent le blocage de la circulation. La loi du mouvement est simple. Ce qui circule reste vivant. Ce qui stagne se détériore. Ce qui est bloqué se corrompt. Ce qui est fluide se régénère. Dans la nature, l'eau stagnante devient toxique. L'eau qui circule reste pure. L'énergie qui circule reste saine. L'énergie bloquée devient destructrice. Et l'argent, en tant qu'énergie de circulation, obéit aux mêmes lois. Florence Scovel-Shinn enseignait que la peur de perdre bloque plus d'abondance que le manque lui-même. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles commencent à recevoir, se contractent intérieurement. Elles deviennent rigides, elles contrôlent, elles s'attachent, elles retiennent, elles figent. Et ce mécanisme crée une stagnation énergétique. Le flux cesse d'être fluide. Il devient tendu. Il devient lourd. Il devient fragile. Et ce blocage attire des pertes, des dépenses inattendues, des crises, des déséquilibres. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. La loi de la circulation. Ce qui n'est pas en mouvement perd son équilibre naturel. Ce qui est figé crée une pression interne. Et cette pression cherche toujours une sortie, sous forme de dépenses imprévues, de problèmes, de conflits, de pertes, de ruptures. Florence Scovel-Shinn expliquait que la richesse alignée est une richesse qui circule. Elle entre, elle sort, elle revient, elle se transforme, elle se renouvelle, elle ne reste jamais bloquée dans la peur, elle ne s'accumule pas dans la tension, elle ne se fige pas dans l'angoisse. Elle reste vivante. La circulation ne signifie pas tout donner. Elle ne signifie pas se priver. Elle signifie maintenir un mouvement sain, un équilibre, une fluidité, une respiration financière. Recevoir sans peur, utiliser sans culpabilité, partager sans obligation, faire circuler sans attachement. Florence Scovel-Shinn enseignait que lorsque l'argent est perçu comme un flux, la personne cesse de le contrôler excessivement. Elle cesse de le craindre, elle cesse de le retenir, elle cesse de le figer. Elle commence à lui faire confiance. Et cette confiance crée une stabilité paradoxale. Parce que ce n'est pas le contrôle qui crée la sécurité, c'est la fluidité. Plus une personne veut tout sécuriser par la peur, plus elle crée de l'insécurité. Plus elle veut tout contrôler, plus elle crée de la rigidité. Plus elle veut tout figer, plus elle crée des pertes. Mais plus elle accepte le mouvement, plus elle crée la stabilité. Plus elle accepte la circulation, plus elle crée la sécurité. Plus elle accepte le flux, plus elle crée l'équilibre. Florence Scovel-Shinn enseignait que la circulation est une loi universelle. Le sang circule, l'air circule, l'énergie circule, la vie circule. Et l'argent, en tant qu'énergie de vie matérialisée, doit aussi circuler. Lorsqu'il est bloqué, il cesse de remplir sa fonction naturelle. Lorsqu'il est libre, il devient un outil de croissance, de stabilité et d'expansion. La loi d'appeler l'argent par son nom trouve ici une nouvelle dimension.
Appeler l'argent flux, c'est accepter le mouvement. Appeler l'argent circulation, c'est accepter la transformation. Appeler l'argent énergie, c'est accepter le changement. Appeler l'argent ressource, c'est accepter l'utilisation. Appeler l'argent outil, c'est accepter la fonction. Changer le nom, c'est changer la relation. Changer la relation, c'est changer le comportement. Changer le comportement, c'est changer la réalité. Florence Kovalchine enseignait que la vraie sécurité ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est capable de recevoir, d'utiliser et de recréer. Une personne réellement alignée n'a pas peur de perdre, parce qu'elle sait intérieurement qu'elle peut recevoir à nouveau. Elle ne dépend pas d'un stock, elle dépend d'un flux. Elle ne dépend pas d'une quantité, elle dépend d'une capacité intérieure. Cette capacité intérieure est la véritable richesse. La capacité à recevoir, la capacité à faire circuler, la capacité à transformer, la capacité à recréer, la capacité à coopérer avec le flux de la vie. Florence Kovalchine enseignait que l'abondance durable repose sur cette capacité, non pas sur l'accumulation, mais sur la circulation consciente. Non pas sur la peur de perdre, mais sur la confiance dans le flux. Non pas sur la possession, mais sur la relation. Lorsque la circulation est intégrée intérieurement, la relation à l'argent change profondément. Il n'est plus un objet de stress, mais un outil de mouvement. Il n'est plus une source de peur, mais un support de transformation. Il n'est plus un symbole de sécurité, mais un moyen de circulation. La vie devient alors plus fluide. Les décisions deviennent plus naturelles. Les choix deviennent plus simples. Les opportunités deviennent plus visibles. Les transitions deviennent plus douces. Parce que le système intérieur n'est plus en résistance. Florence Kovalchine enseignait que la richesse alignée n'est jamais lourde. Elle n'écrase pas, elle n'étouffe pas, elle n'enferme pas. Elle libère, elle allège, elle ouvre, elle élargit, elle fluidifie. La loi est simple. Ce qui circule se renouvelle. Ce qui se renouvelle grandit. Ce qui grandit s'expanse. Ce qui s'expanse attire. Et tant que l'argent est figé intérieurement, il restera fragile. Mais dès qu'il est mis en mouvement intérieurement, il devient stable. Florence Kovalchine enseignait que la transformation véritable n'est pas un moment, mais une intégration. Ce n'est pas un déclic émotionnel, mais une installation intérieure. Ce n'est pas une prise de conscience passagère, mais une nouvelle structure mentale qui devient permanente. Tant qu'une vérité reste intellectuelle, elle ne transforme rien. Tant qu'une loi reste une idée, elle ne modifie pas la réalité. Mais lorsqu'elle devient une identité, elle transforme tout. L'intégration, dans sa vision, est le moment où une nouvelle manière de penser cesse d'être un effort et devient une normalité intérieure. Beaucoup de personnes découvrent des enseignements, lisent des livres, écoutent des vidéos, ressentent des prises de conscience profondes, puis retournent progressivement à leurs anciens schémas. Non pas parce qu'elles ne comprennent pas, mais parce que leur système intérieur n'a pas été stabilisé. La nouveauté reste mentale, elle ne devient pas structurelle. Florence Kovalchine expliquait que le subconscient ne change pas par compréhension, mais par répétition intégrée. Ce qui est répété devient familier. Ce qui est familier devient sûr. Ce qui est sûr devient réel. L'intégration commence lorsque la nouvelle vision de l'argent n'est plus une idée spirituelle, mais une réalité intérieure vécue. Lorsque l'argent n'est plus perçu comme un sujet spécial, mais comme une fonction naturelle de la vie. Lorsque la richesse n'est plus un objectif obsessionnel, mais une conséquence logique. Lorsque l'abondance n'est plus une exception, mais une continuité. Lorsque la réception n'est plus un événement, mais un état. Florence Kovalchine enseignait que la stabilité financière n'est pas liée à la quantité d'argent, mais à la stabilité intérieure. Une personne peut avoir peu et être stable. Une autre peut avoir beaucoup et être instable. La différence n'est pas le montant, mais la structure mentale. La stabilité vient de la relation intérieure à la sécurité, à la confiance et à la valeur personnelle. Quand ces piliers sont solides, la réalité devient stable. Quand ils sont fragiles, la réalité devient fragile. L'intégration transforme la relation au temps.
La personne cesse d'attendre un futur hypothétique où tout ira mieux. Elle commence à vivre dans une continuité intérieure. Elle ne projette plus sa sécurité dans demain. Elle la construit dans maintenant. Elle ne dépend plus d'événements extérieurs pour se sentir stable. Elle développe une stabilité intérieure autonome. Florence Kovelchin expliquait que la vie ne répond pas à ce que l'on espère, mais à ce que l'on incarne. Tant que la richesse est perçue comme quelque chose à atteindre, elle reste distante. Mais lorsqu'elle est perçue comme quelque chose à exprimer, elle devient présente. Tant que l'abondance est un futur, elle reste absente. Mais lorsqu'elle devient une identité, elle devient actuelle. L'intégration crée une nouvelle posture intérieure. La personne ne cherche plus, elle reconnaît. Elle ne force plus, elle permet. Elle ne lutte plus, elle coopère. Elle ne se contracte plus, elle s'ouvre. Elle ne contrôle plus, elle fait confiance. Et cette posture transforme la manière dont la réalité interagit avec elle. Florence Kovelchin enseignait que la stabilité réelle est vibratoire. Elle ne dépend pas d'un compte bancaire, mais d'un état intérieur. Une personne alignée se sent en sécurité même dans le changement. Elle se sent stable même dans l'incertitude. Elle se sent confiante même dans l'inconnu. Parce que sa sécurité ne dépend plus de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle est. Cette intégration transforme aussi la relation à la perte. La personne ne vit plus la perte comme une catastrophe identitaire. Elle la vit comme un mouvement du flux, une transition, une transformation, une réorganisation. Elle ne s'effondre plus, elle s'adapte. Elle ne se brise plus, elle se restructure. Parce que son identité n'est plus liée aux formes, mais au flux. Florence Kovelchin enseignait que l'abondance intégrée est une abondance stable, calme, silencieuse. Elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas dramatique, elle n'est pas bruyante. Elle est constante, continue, discrète, durable. Elle ne cherche pas à prouver, elle ne cherche pas à impressionner. Elle existe. L'intégration crée une nouvelle réalité quotidienne. Les décisions deviennent plus simples. Les choix deviennent plus clairs, les relations deviennent plus saines, les projets deviennent plus fluides, les opportunités deviennent plus naturelles. La vie cesse d'être un combat permanent et devient un processus coopératif. Florence Kovelchin expliquait que lorsque l'identité est stabilisée dans l'abondance, la réalité n'a plus besoin de créer des crises pour provoquer des changements. Elle n'a plus besoin de chocs pour forcer des transformations. Les transitions deviennent progressives, les évolutions deviennent naturelles, les ajustements deviennent doux. La nouvelle réalité n'est pas une réalité parfaite, mais une réalité cohérente, une réalité alignée, une réalité stable, une réalité fluide, une réalité vivante. L'intégration est donc la phase la plus importante de la loi. Ce n'est pas la compréhension, ce n'est pas la pratique, ce n'est pas la répétition mécanique. C'est l'incarnation. Le moment où la loi devient une partie de l'identité, le moment où elle cesse d'être une technique et devient une manière d'être. Florence Kovelchin enseignait que l'être humain ne doit pas apprendre à attirer l'abondance, mais à devenir abondant intérieurement. Parce que lorsqu'il devient abondant, il n'a plus besoin d'attirer quoi que ce soit. La réalité s'organise naturellement autour de lui. La loi est simple. Ce que tu comprends transforme ton esprit. Ce que tu pratiques transforme tes habitudes. Ce que tu intègres transforme ta vie. Et tant que la loi reste extérieure à toi, elle reste théorique. Mais dès qu'elle devient intérieure, elle devient réelle. La loi d'appeler l'argent par son nom ne s'arrête pas au langage. Elle commence par les mots. Elle passe par l'identité. Elle traverse les émotions. Elle restructure les croyances. Elle transforme la relation à la vie. Et elle se termine par une nouvelle réalité. Une réalité où l'argent n'est plus un problème. Une réalité où l'abondance n'est plus un combat. Une réalité où la richesse n'est plus une exception. Une réalité où la stabilité est naturelle. Une réalité où la circulation est fluide. Une réalité où la réception est normale. Florence Kovelchin enseignait que la vie est fondamentalement abondante, que la rareté est une illusion mentale,
que la pénurie est une construction psychologique, que la richesse est un état naturel de la conscience alignée. Et lorsque cette vérité est intégrée, la vie cesse de résister. Elle commence à répondre. Florence Kowalschin enseignait que toute transformation réelle passe toujours par une phase d'activation. Pas une activation spectaculaire, ni mystique, ni théâtrale, mais une activation intérieure silencieuse, un basculement, un passage, un point où la compréhension devient décision, où l'identité devient action, où l'état intérieur commence à se refléter concrètement dans la matière. Ce moment n'est pas visible de l'extérieur, mais il est fondamental. C'est le point de non-retour. Le moment où l'ancien système cesse d'être dominant et où le nouveau système commence à gouverner la réalité. L'activation n'est pas un événement, c'est un état. Un état dans lequel la personne ne doute plus intérieurement de sa place dans l'abondance. Un état dans lequel elle ne se perçoit plus comme extérieure au flux. Un état dans lequel elle ne se voit plus comme séparée de la richesse, mais comme un canal naturel de circulation. À partir de ce moment, la réalité commence à se réorganiser sans effort, pas par magie, mais par cohérence. Florence Kowalschin expliquait que lorsque l'intérieur change réellement, l'extérieur n'a pas besoin d'être forcé. Il s'ajuste naturellement. Les opportunités apparaissent, les rencontres se produisent, les informations arrivent, les chemins s'ouvrent, les décisions deviennent évidentes, les choix deviennent simples, les directions deviennent claires. La vie commence à collaborer. Ce n'est pas un miracle, c'est une correspondance. Ce n'est pas une chance, c'est une cohérence. Ce n'est pas un hasard, c'est un alignement. L'activation se manifeste souvent de manière subtile, par une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de ressentir, une nouvelle manière de percevoir les situations, une nouvelle manière de réagir aux problèmes, une nouvelle manière de voir les opportunités. La personne ne devient pas quelqu'un d'autre, elle devient elle-même sans les filtres de la peur, de la culpabilité et de la pénurie. Florence Kowalschin enseignait que la vie répond toujours à la version la plus stable de l'identité, pas à la version temporaire, pas à la version émotionnelle, pas à la version motivée du moment, mais à la version profonde, constante, intégrée. Et lorsque cette version change, la réalité suit. L'activation transforme la relation au monde matériel. L'argent cesse d'être un symbole de sécurité, il devient un outil de construction. Les possessions cessent d'être des protections, elles deviennent des moyens. Le confort cesse d'être une fin, il devient un support. La réussite cesse d'être une validation, elle devient une expression naturelle. La loi d'appeler l'argent par son nom atteint ici son accomplissement. Ce n'est plus une pratique mentale, ce n'est plus un exercice, ce n'est plus une technique, c'est une posture intérieure, une manière d'être, une manière de vivre, une manière de se positionner dans la réalité. L'argent n'est plus appelé pour venir, il est reconnu comme déjà présent dans le flux. Il n'est plus attendu, il est intégré. Il n'est plus poursuivi, il est accueilli. Il n'est plus contrôlé, il est utilisé. Florence Kowalschin enseignait que la vraie richesse est une capacité. La capacité à recevoir sans peur. La capacité à utiliser sans culpabilité. La capacité à faire circuler sans attachement. La capacité à recréer sans panique. La capacité à faire confiance sans naïveté. Cette capacité est la véritable sécurité. L'activation crée une nouvelle dynamique intérieure. La personne cesse de réagir, elle commence à choisir, elle cesse de survivre, elle commence à construire, elle cesse de subir, elle commence à co-créer, elle cesse de se protéger, elle commence à s'ouvrir. La réalité devient alors un espace de coopération. Les obstacles deviennent des ajustements, les problèmes deviennent des signaux, les difficultés deviennent des réorientations, les pertes deviennent des transformations. Les échecs deviennent des apprentissages. La vie cesse d'être hostile et devient pédagogique. Florence Kowalschin expliquait que la conscience humaine est créatrice par nature. Elle ne peut pas ne pas créer. Elle crée en permanence, par les pensées, par les mots, par les émotions, par les croyances, par l'identité.
Et lorsque cette création devient consciente, elle devient alignée. L'activation est le moment où la création cesse d'être inconsciente. Elle devient volontaire, elle devient consciente, elle devient cohérente, elle devient dirigée. Et c'est ici que la loi devient vivante. La loi n'est plus un concept, elle est une expérience. La loi n'est plus une idée, elle est une réalité vécue. La loi n'est plus un enseignement, elle est une structure intérieure. Florence Kowalschin enseignait que l'être humain est destiné à vivre dans l'abondance naturelle, pas dans la survie permanente, dans la fluidité, pas dans la lutte, dans la coopération, pas dans la compétition, dans la création, pas dans la réaction. Et lorsque cette vérité est intégrée, la vie change de ton, elle change de rythme, elle change de dynamique, elle change de structure. L'activation marque ce passage, le passage de la peur à la confiance, le passage de la lutte à la fluidité, le passage du manque à la circulation, le passage de la séparation à l'unité, le passage de la survie à la création. La loi d'appeler l'argent par son nom n'était jamais seulement une loi sur l'argent. C'était une loi sur l'identité, sur la conscience, sur la relation à la vie, sur la manière d'habiter le monde. L'argent n'est que le reflet. Le vrai changement est intérieur. Et lorsque ce changement devient stable, la réalité n'a plus besoin d'être forcée. Elle s'organise, elle répond, elle coopère, elle s'aligne, elle circule. Florence Kowalschin enseignait que le véritable changement ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas avec des signes spectaculaires, des émotions fortes ou des sensations extraordinaires. Il s'installe doucement, profondément, presque discrètement, comme une nouvelle manière de respirer, comme une nouvelle façon de regarder le monde, comme un changement subtil dans la manière de penser, de ressentir et d'agir. La loi d'appeler l'argent par son nom ne transforme pas la vie par un choc, mais par une transformation progressive de l'identité. Elle modifie la structure intérieure, et c'est cette modification silencieuse qui transforme la réalité extérieure. À un certain moment, quelque chose change dans la posture intérieure. La personne ne se demande plus constamment comment faire venir l'argent. Elle commence à se demander comment je me positionne face à la vie. Elle ne cherche plus à attirer, elle cherche à être alignée. Elle ne cherche plus à forcer, elle cherche à être cohérente. Elle ne cherche plus des techniques, elle cherche une stabilité intérieure. Et cette stabilité crée naturellement un nouvel équilibre dans la réalité. La relation à l'argent devient plus simple, plus calme, plus saine. Il n'y a plus cette tension permanente, plus cette obsession, plus cette peur constante de manquer, plus cette pression intérieure. L'argent devient une composante normale de la vie, ni sacrée, ni diabolisée, ni dramatique. Il devient ce qu'il est réellement, un outil de circulation, un moyen d'échange, un support de construction, une ressource au service de la vie. Il cesse d'être chargé émotionnellement. Et quand il n'est plus chargé émotionnellement, il circule naturellement. Ce changement est profond parce qu'il touche l'identité. La personne ne se définit plus par le manque, par la peur ou par la lutte. Elle commence à se percevoir comme quelqu'un qui a une place légitime dans le flux de la vie. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se battre pour recevoir. Quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver pour exister. Quelqu'un qui n'a pas besoin de souffrir pour mériter. Cette perception intérieure change la manière dont elle se tient dans le monde. Sa posture devient plus stable. Son regard devient plus calme. Ses décisions deviennent plus claires. Ses choix deviennent plus alignés. Florence Kowalschin expliquait que lorsque l'identité intérieure se stabilise, la vie cesse de produire des scénarios chaotiques. Elle cesse de provoquer des crises répétitives. Elle cesse de créer des pertes inutiles. Elle cesse de forcer des ruptures. Non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que la personne n'est plus en conflit intérieur. Elle n'est plus en résistance permanente. Elle n'est plus en lutte constante avec la réalité. Et cette paix intérieure modifie la dynamique de la vie. L'argent commence alors à apparaître différemment. Pas forcément sous forme de miracle instantané, mais sous forme de cohérence. Les choses deviennent plus fluides,
Les solutions apparaissent plus naturellement. Les opportunités deviennent plus visibles. Les blocages deviennent moins fréquents. Les problèmes deviennent moins lourds. Les transitions deviennent plus douces. La vie devient plus simple, pas plus parfaite, mais plus cohérente. La loi d'appeler l'argent par son nom n'est pas une promesse de richesse rapide. Ce n'est pas une promesse de fortune soudaine. Ce n'est pas une promesse de luxe ou d'abondance spectaculaire. C'est une promesse de transformation intérieure, une promesse de relation saine avec la vie, une promesse de stabilité intérieure. Florence Kowalczyn enseignait que la richesse la plus importante est la richesse intérieure. Parce que sans elle, toute richesse extérieure est fragile, instable, précaire. Mais avec elle, même une petite quantité devient une base solide, une fondation stable, une sécurité intérieure réelle. La véritable abondance commence toujours par un état intérieur, et cet état intérieur façonne la réalité. Quand une personne change la manière dont elle nomme l'argent, elle change la manière dont elle se nomme elle-même. Elle ne se voit plus comme quelqu'un qui manque, mais comme quelqu'un qui reçoit. Elle ne se voit plus comme quelqu'un qui lutte, mais comme quelqu'un qui circule. Elle ne se voit plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui coopère avec la vie. Et cette transformation de l'identité transforme la réalité. Ce changement ne demande pas de croire aveuglément. Il ne demande pas de nier les difficultés. Il ne demande pas de vivre dans l'illusion. Il demande simplement de vivre dans la cohérence, d'aligner les pensées, les mots, les émotions et les croyances, de créer une harmonie intérieure, de pacifier la relation à la vie, de neutraliser la peur, de dissoudre la culpabilité, de stabiliser la confiance intérieure. Florence Kowalczyn enseignait que la vie répond toujours à l'état intérieur dominant. Elle ne répond pas aux discours, elle ne répond pas aux espoirs, elle ne répond pas aux promesses. Elle répond à ce qui est intégré, à ce qui est incarné, à ce qui est stabilisé, à ce qui est devenu naturel. Lorsque la loi devient une manière d'être, elle n'a plus besoin d'être répétée, elle n'a plus besoin d'être rappelée, elle est vécue, elle est incarnée, elle est intégrée. Elle devient invisible parce qu'elle devient normale. C'est à ce moment-là que la transformation est réelle. Quand tu n'essaies plus d'appliquer la loi, quand tu vis selon elle, quand tu ne la pratiques plus, quand tu l'es. La loi d'appeler l'argent par son nom n'était jamais seulement une loi financière. C'était une loi de conscience, une loi de relation à la vie, une loi d'identité, une loi de cohérence intérieure, une loi d'alignement, une loi de stabilité. Et lorsque cette loi est intégrée, la réalité n'a plus besoin d'être forcée. Elle s'organise, elle s'équilibre, elle s'ajuste, elle coopère, elle circule, elle répond. Parce que la vie ne résiste pas à ce qui est cohérent. Elle soutient ce qui est aligné. Elle nourrit ce qui est stable. Elle amplifie ce qui est intégré. Et dans cet état, l'argent n'est plus un problème à résoudre. Il devient simplement une partie naturelle du flux de la vie. Silencieuse, stable, fluide, présente, naturelle.